Au face-à-face cette semaine, je reçois un pionnier de la boxe québécoise. Il a été intronisé au Temple de la renommée de la boxe au Canada en 2017. Monsieur Yvon Michel. Salut Pat. Ça va bien? Très bien, merci. On parle de boxe, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça. À la base, t'es un gars de football. Oui, absolument. D'ailleurs, je suis en plein d'insérie, là. Ah ouais, ben c'est ça, ouais. On manque pas ça. J'en gagne fort parce que tu as joué au football quand tu étais aux études. Au cégep de Sherbrooke, à l'Université de Trois-Rivières. Avec les volontaires de Sherbrooke. Avec les volontaires et les patriotes après ça. En fait, le football, c'était mon premier sport. Oui, c'est ça. Je faisais de la boxe entre 2 saisons de football pour me trouver une motivation pour rester en forme. Puis, éventuellement... en fait, c'est quand l'université a mis fin à son programme de football que je me suis dirigé vers la boxe parce que ça ne serait pas arrivé. J'étais avec Jacques Dussault à ce moment-là. Okay. Parce qu'après ma carrière, j'étais entraîneur à l'université à Trois-Rivières. Puis l'entraîneur-chef était Jacques. Puis quand finalement l'université a mis fin à son programme, il y a eu une opportunité pour que j'enseignais l'éducation physique, moi, dans la région de la Mauricie. Puis, donc, j'ai eu une opportunité d'aller à la Fédération de boxe comme directeur technique et ça a commencé comme ça. Jacques est parti, lui, à l'Université d'Albany comme entraîneur. Il m'a demandé si je voulais aller avec lui. Et là, j'ai hésité à un moment donné, puis finalement, je suis allé dans la boxe. Puis là, c'est l'histoire. Mais quand tu es allé dans la boxe en 1980, tu es devenu directeur technique de la Fédération de boxe québécoise. Est-ce que tu connaissais ça là-bas? Est-ce que tu étais un amateur de boxe déjà ou c'était une opportunité que tu as eue? J'étais un amateur de boxe. Okay. Puis j'en faisais. Okay. Dans mes 2 dernières années comme étudiant, puis après ça, une année après, l'université m'avait demandé d'ouvrir un cours pour les étudiants d'éducation physique de boxe, comme le basketball, le volleyball, ces choses-là. Donc, je m'étais comme documenté beaucoup pour être capable d'être pertinent avec de futurs éducateurs physiques. Donc, c'est comme ça. Quand je suis arrivé à la Fédération, il n'y avait pas de programme de perfectionnement d'entraîneur ou officiel. Je me souviens, mon premier stage d'entraîneur que j'ai suivi avec la Fédération, c'était A.B. Purven. Et j'aime beaucoup A.B. Purven. A.B. Purven qui donnait le cours. Mais on était une vingtaine. Il était derrière un bureau, puis il lisait un livre. Puis, quelques heures après, il a collecté 20 $ à tout le monde. OK, vous êtes tous certifiés niveau 1. Je me suis dit, oh boy. Moi, j'étais certifié parce que je coachais en volleyball. J'étais certifié en football. Puis, évidemment, avec mon bac en éducation physique, j'avais de l'expérience dans l'entraînement sportif. Et donc, c'est comme si on a tout jeté ce qu'il y avait. Puis on a recommencé. D'ailleurs, à ce moment-là, on m'appelait le dictateur technique. Ah ouais? Je suis arrivé, je me suis dit, de toute façon, j'avais pris juste un congé sans solde, moi, comme enseignant dans la commission scolaire des Chenaux. Puis je me disais, je ne suis pas ici longtemps, je vais faire ce qu'il faut. Puis finalement, après 1 an, j'ai renouvelé mon congé sans solde. Après 2 ans, là, c'est l'Association canadienne qui m'a demandé d'implanter au niveau du Canada ce que j'avais implanté au Québec dans la programmation pour les entraîneurs, la certification. Et de fil en aiguille, je me suis ramassé à temps plein là-dedans. Ben, c'est ça, parce que ça a déboulé quand même assez vite. Parce que là, on parlait de 1980, directeur technique de la boxe québécoise, de la Fédération. 1983, entraîneur-chef de l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale junior. Junior, exact. Mais quand même, tu sais, je dis, ça a avancé beaucoup très rapidement. Puis là, en 92, 98, coach de l'équipe canadienne. Tu es allé aux Jeux olympiques à Atlanta. Ça a quand même déboulé assez vite après ça. Là. Mais je pense qu'il y avait un besoin. Quand je suis arrivé... je n'ai pas pris de la place à personne. Il y avait une place disponible. Rapidement, ceux qui étaient entraîneurs nationaux, les Taylor Gordon ou Matt Mizerski et compagnie, m'ont intégré. Puis, on a fait... Quand j'ai commencé avec les juniors, tu sais, dans mon équipe junior, en 83, j'avais Lennox Lewis, j'avais des boxeurs qui ont fait carrière chez les professionnels par après. Donc, je suis monté chez les juniors avec eux. Lewis est participé aux Olympiques en 84 et en 88. J'ai été nommé entraîneur pour les Jeux olympiques en 80 parce que c'était mes juniors qui étaient rendus là. Mais je suis pas allé... il y avait 2 boxeurs de chez nous que j'entraînais directement, Vitaro Savatar puis Corey Burton, qui étaient champions canadiens, qui auraient dû aller aux Olympiques, mais ils étaient en camp d'entraînement, et puis le comité olympique canadien les a retirés. Ça m'a comme refroidi. Mais en même temps, Radio-Canada m'invitait pour y aller comme commentateur
Donc, je me suis dit, je vais passer mon tour comme entraîneur. Je suis allé comme commentateur mais à partir de 90, là, j'ai pris en charge l'équipe nationale du Canada. En 96, qui y avait En 96, ouais. on a gagné une médaille, David Difiabank. On avait beaucoup de Québécois, Jean-François Bergeron. Okay. Il y avait... en fait, on a amené 11 boxeurs. C'était un record. Il n'y a jamais eu autant de boxeurs qui se sont qualifiés pour les Jeux olympiques du Canada. On a eu quand même pas mal de succès. On a eu autant de victoires que de défaites. Une défaite, ça arrête ton parcours, mais on a eu quand même beaucoup de victoires. Des boxeurs qui se sont rendus. Michael Strange a gagné un ou deux combats. Ça avait bien été. L'année d'après, en 97, avec à peu près la même équipe, Troy Ross était là-dedans. Troy Ross a perdu contre l'éventuel médaille d'or, l'éventuel gagnant du trophée Val Barker, celui qui était considéré le meilleur du tournoi. L'année d'après, avec la même équipe, en 97, j'étais au championnat du monde à Budapest, puis il y a un gars qui est venu me rencontrer, un gars de Montréal, qui s'appelait Karl Hans Molegs, qui voulait mettre sur pied une équipe de boxe professionnelle. C'est lui qui a fondé Interbox, puis il m'a demandé d'aller travailler pour lui. J'ai hésité pendant un bout, puis finalement, j'ai bifurqué vers le professionnel à temps plein. J'avais déjà été impliqué chez les pros à partir de 91. J'avais eu une permission de l'Association canadienne de rester entraîneur national, mais diriger Éric Lucas et Stéphane Ouellette, qui ne voulaient pas aller aux Olympiques, qui voulaient... Oui, bien c'est ça ma question, parce que, tu sais, en 91, on parle de box art, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Puis tu as pris c'était des deux premiers poulains que tu as monté professionnel, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça? Tout à fait. En fait, c'est eux qui m'ont monté professionnel parce que c'était pas mon intention. D'ailleurs, au départ, c'était dans ma tête, je vais leur aider à partir leur carrière et quand ça va être bien installé, après ça, je vais les laisser aller. Mais de fil en aiguille, on est resté. Tu sais, j'avais eu des demandes avant. Quand Lennox Lewis est passé chez les professionnels, il a communiqué avec moi, me demander si je pouvais faire quelque chose pour lui. Puis finalement, il est parti en Angleterre. Quand Arturo Gatti est passé chez les professionnels, c'est la même affaire. Il est venu me voir puis il m'a dit, mais ici, au Québec, il n'y a rien. Puis je pense pas être capable de me qualifier pour les Jeux olympiques. Donc, c'est pour ça que je m'en vais aux États-Unis. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici. Il y avait quand même de la boxe. Je ne dis pas que c'était pas de la boxe intéressante, mais c'était une boxe qui était centrée vers l'interne beaucoup. On n'avait pas de grande visée internationale à cette époque-là. Et donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis impliqué de plus en plus. Et avec l'arrivée de Karl Hans, c'était assez pour que finalement j'abandonne la partie amateur et que je me consacre complètement. Mais pourquoi que Lucas puis Ouellet ne voulaient pas aller aux Olympiques? Bien, Éric ne se qualifiait pas. OK. Donc, quand on a commencé avec Boxeur, Éric on l'a amené comme partenaire d'entraînement. J'avais dit à l'équipe, on ne peut pas, ça va être difficile si on amène juste un boxeur, ça va être plus facile, plus fun. C'était deux grands chums à part ça. Puis Éric avait de belles qualités, il était discipliné. Puis, donc, dans le cas de Stéphane, là, on sait plus aujourd'hui, mais Stéphane... partir pour pouvoir aller aux Olympiques. En fait, c'est l'année où il a battu Raymond Downey. Puis Raymond Downey avait gagné une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 88. Puis il a battu Downey, donc il se serait qualifié pour aller aux Olympiques. Mais il fallait qu'il parte à peu près 6 mois en camp d'entraînement. Puis c'était assez strict. Puis lui, il ne se voyait pas partir. Il y avait comme... quelques petites failles dans son système. Il aimait mieux être libre puis faire ses affaires lui-même. En fait, quand il est venu me voir pour me dire qu'il voulait passer chez les pros, qu'il n'avait pas l'intention d'aller aux Jeux olympiques, c'était, si tu ne m'aides pas, mais j'y vais pas pareil. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je vais faire, peut-être que je ne boxerai plus, mais ça ne m'intéresse pas de continuer dans cette direction-là. Et là, on est allé chez les pros. Avec ce qu'on sait aujourd'hui, on parle de Stéphane Ouellette, es-tu convaincu qu'il aimait ça boxer? Non, il n'aimait pas ça boxer, Stéphane. Mais il aimait l'ambiance autour de ça, pareil. Lui, il tripait vraiment
le jour d'un combat, quand il marchait vers le ring, il se faisait toutes des histoires. Il générait beaucoup, beaucoup d'adrénaline. Mais ce qu'il n'aimait pas, c'était l'entraînement, davantage. C'était pas non plus un gars qui... c'est un gars qui avait un talent inné. Tout le monde le dit. C'est un super athlète. Frédéric Poirier, qui est un des premiers coachs à Québec. Il faisait partie de l'équipe olympique junior, l'équipe du Québec. Puis il me l'avait dit. Il dit pour vrai, j'ai rarement vu ça, quelqu'un avoir un talent aussi naturel que ça. Il était rapide, c'était peut-être intelligent. pas un talent dans le bon corps, peut-être. Oui, peut-être. Mais tu sais, c'était pas un fan de boxe. Lui... je vais te donner un exemple. Quand Eric Lucas s'est battu contre Roy Jones, on a amené Stéphane dans les derniers jours pour aider Eric à se préparer pour le combat. Puis quand Roy Jones marchait vers le ring, puis il a dit « Mais c'est qui Roy Jones? » Il ne savait même pas qui était Roy Jones, qui était à ce moment-là le meilleur boxeur au monde, livre pour livre. Donc, il ne regardait pas la boxe. Il ne s'instruisait pas non plus. Il n'essayait pas, un peu comme, supposons, Mike Tyson, il essayait de regarder les tactiques, les techniques des meilleurs boxeurs poids lourds de l'histoire pour essayer d'intégrer ça dans son système. Mais Stéphane ne faisait pas ça. Ça partait de sa tête. Lui, c'est comme ça se passait plus vite que son adversaire. Ça allait tellement vite dans sa tête qu'il était finalement capable de faire des choses qui étaient spéciales, un peu inédites. Puis de 1997 à 2004, joint Interbox. Ouais. Interbox, ça a été, je pense, la première grosse promotion ici au Québec. Il y a eu des gros combats. On a créé des grosses vedettes aussi, des grosses rivalités. Est-ce que, dans ce temps-là, la boxe était en santé ici au Québec? Ouais, mais en fait, ce qu'on a réalisé avec Interbox, c'est qu'on avait les ressources, puis on avait les connaissances pour amener des boxeurs jusqu'au maximum de leur potentiel. Ici, avant, on a Otis Grant qui s'était rendu, mais Otis venait du système amateur. Il y avait, pas Dave, mais Matthew Hilton était devenu champion du monde. Arturo Gatti, mais tout le monde, Gatti avait été obligé de s'expatrier, mais avec la victoire d'Éric Lucas, quand il est devenu champion du monde, ça nous a dit, mais on a la bonne équipe, on sait comment faire, et de là, vraiment, il est parti. Mais là, je parle d'Éric Lucas, puis c'est lui qui a donné l'élan à cette époque-là, mais il n'y aurait pas eu Interbox, il n'y avait pas eu Stéphane Ouellette avant. Ah ouais. C'est lui qui il nous faisait rêver, tout le monde. On pensait réellement que Stéphane était pour avoir un impact international, pas seulement qu'au niveau du Québec ou du Canada, mais qui aurait été $1 ou quelque chose comme ça. Quand on parle juste de talent, c'était une possibilité, ça. Oui, effectivement. Le 5 avril 2003, ça te dit quelque chose, sûrement? 5 avril 2003. 5 avril 2003. Ah oui, Éric Lucas. Oui, exact. Je vais en parler un peu parce que moi, je me souviens de ce combat-là, oui, mais je me souviens des images quand Éric Lucas est revenu à l'hôtel. Puis tout le monde l'attendait, puis il tombait en larmes. Puis comment on connaissait Éric Lucas dans ce temps-là, c'était un bon gars, puis c'était un travaillant. C'était pas le gars qui avait le plus de talent, mais il est devenu champion du monde pareil, c'était un gros travaillant. Puis oui, on s'entend tous, il s'est fait avoir là, en Allemagne, on a tous vu le combat. Je me suis toujours posé la question, puis peut-être tu as déjà répondu, pourquoi ce combat-là a eu lieu en Allemagne? Est-ce que l'appel d'offres d'Interbox avait été trop basse? On n'a pas réussi à garder le combat ici parce que c'était Éric Lucas qui était le champion. On savait qu'en allant en Allemagne, on partait avec 2 prises et demie. Ouais. T'as-tu un bon 5 minutes? Ah oui, on a tout le temps parce que écoute, moi, je ne veux pas mettre personne en dessus de l'autobus. Je veux juste avoir des réponses là-dessus. Puis, je pense que c'est important de savoir la vérité là-dessus sur cette question-là. Je pense que plusieurs personnes se posent la question. Alors, je l'ai déjà raconté, mais je pense que ça n'a pas été bien compris. J'ai commencé à négocier avec les gens de Wilfrid Sauerland. Je venais on était en Allemagne, on était à Leipzig, puis on avait un de nos boxeurs, c'était Joe Gatti, qui se battait en championnat du monde contre Sven Notke. Puis
on savait que Bayer était l'aspirant obligatoire à Éric. Et donc, une des raisons pour lesquelles je me suis rendu là-bas, c'était pour m'asseoir avec eux puis tenter de trouver, de faire une entente pour ramener Bayer au Québec. Dans ce voyage, le propriétaire de la compagnie, c'est un Allemand d'origine, est venu là-bas. Lui, donc, faisait beaucoup de PR, je te dirais plus avec Wilfrid Sarland, le propriétaire de l'organisation. Puis moi, je travaillais avec le directeur général, avec le CEO de la compagnie, pour en venir à une entente. Et on en est venu à une entente. Et l'entente, c'était Bayer venait au Québec. Si Bayer gagnait, on avait un combat revanche en Allemagne. Mais entre-temps, il nous demandait que Bayer puisse effectuer un combat avant de donner le combat revanche, venant de victoire de Bayer. Et on s'était même entendu que le combat intérimaire, c'était pour être Stéphane Ouellet. Donc, nous, on a une entente, on amène Bayer. Si on gagne, ça finit là. Si on perd, on a Stéphane Ouellet qui se bat contre Bayer. Et après, on s'en va en Allemagne pour tenter de ramener la ceinture. Quand on est revenu ici, là, on savait qu'il fallait qu'on s'entende, qu'on signe les documents parce qu'on avait une date d'appel d'offres. Et c'est le propriétaire, à la dernière minute, qui a dit non, on ne signe pas ça, on va les battre, à l'appel d'offres. Il n'est pas question, on fait ça ici. Non, je me trompe. On s'en allait en Allemagne au premier combat et advenant une défaite, on ramenait Bayer automatiquement ici au Québec. Donc, et entre-temps, Bayer aurait pu faire un combat intérimaire avec Stéphane Ouellet. Bon, initialement, le on premier s'en allait combat de là-bas. défense de Lucas était là-bas. Était là-bas. Mais on avait une clause de combat revanche pour l'amener ici. Puis donc, juste avant à la date limite qu'il fallait signer le contrat, le propriétaire, Karl Hans, a dit « On ne s'en va pas là-bas. On s'organise pour avoir Éric ici. » On avait beaucoup de gens au Québec qui voulaient nous aider pour garder le combat ici. Même Richard Legendre, qui était ministre du Sport à ce moment-là, nous aidait, contribuait pour avoir les ressources nécessaires pour être capable de garder Éric ici. Et donc, on est allé en appel d'offres, puis on a perdu par 14 000 $. 1 million, eux ont mis 1,174 $. Nous, on a mis 1,160 $, quelque chose comme ça. C'est dans les chiffres. Et donc, on a perdu l'appel d'offres. Mais en perdant l'appel d'offres, on n'avait plus de combat revanche. On n'avait plus aucun filet s'il nous arrivait quelque chose là-bas. Et finalement, on est allé là-bas. Le combat devait avoir lieu en décembre. Éric est tombé malade. Il a eu un problème avec sa glande de thyroïde. Et finalement, c'était remis en avril. Et là, on a perdu là-bas. Mais initialement, la question que je pose, initialement, pourquoi que le combat revanche d'Éric Lucas, de défendre sa ceinture, était dans le terrain ennemi? Non, le combat revanche aurait été au Québec. OK. Ouais, non, c'est ça. On s'en allait là-bas. Si on perd, on a un combat revanche au Québec. C'est ça, mais il défendait son titre là-bas. Là-bas, oui, parce que c'était ce qui aurait été le plus payant pour Éric. OK. En fait, la bourse qu'il allait chercher là-bas, il a reçu autant avec l'appel d'offres. Mais sauf qu'il était assuré d'au moins deux payes importantes. Mais on a essayé de le faire ici. Ça, c'était un record. Il n'y a jamais personne au Québec qui avait jamais misé plus d'1 million. Mais plus d'1 million, je ne pense pas. Le plus important appel d'offres avant ce combat-là, ça avait été peut-être 250 000. Donc, on est allé chercher beaucoup de ressources. On a misé beaucoup d'argent et jamais on n'a pensé se faire battre par 14 000 $. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il y avait peut-être eu de la malversation, la WBC, ces choses-là, mais c'est pas le cas. On était là à l'ouverture des enveloppes
il y avait un représentant de Sauerland, il y avait un représentant de notre équipe, puis ça a été fait dans les règles. Comment ça marche comme ça? Tu peux pas faire une autre offre après? Non. C'est one shot. One shot, ce que tu gagnes avec l'appel d'offres, c'est tu décides de l'endroit et de la date. OK. Et, vous n'auriez pas pu dire il manque 14 000 $, on met 30 000 de plus pour voir si on aurait aimé ça parce qu'on l'aurait mis, mais non, on ne pouvait pas. OK. Et étant donné qu'on avait déjà, tout le monde s'était donné un hug, tout le monde s'était entendu, les deux propriétaires de la compagnie et les deux dirigeants. Donc, on avait réglé ça lors du combat de Gatti contre Hotke, mais je peux t'assurer que c'était plus amical. Ouais, c'était business. On avait renié l'entente qu'on avait acceptée au préalable. Et donc, là, on est allé, c'était assez hostile, je te dirais, dans toutes les relations qui nous ont amenés jusqu'au combat. Interbox a eu beaucoup de succès, a formé beaucoup de grandes vedettes, des grandes rivalités. Mais toi, en 2004, tu formes le groupe Jim, qui, encore aujourd'hui, je pense c'est la promotion qui a été la plus prolifique dans l'histoire du Canada quand même. Vous avez eu 6 boxeurs, même peut-être plus, qui sont devenus champions du monde. On en a 8. 8, c'est ça. Ouais. Peut-être aujourd'hui, là, c'est ça. Puis... présentement, on dirait, tu sais, Jim, ça fait presque 1 an que vous n'avez pas fait de gala. Ah non, on a fait un gala en septembre. En septembre? En septembre. En fait, en 2005, on en a fait 4. On a fait 4 événements. On a fait un à la Clémy, un avec Kim Clavel à l'Espace Saint-Denis et 2 au Casino de Montréal. Est-ce que... Comment tu perçois la boxe aujourd'hui? Parce que tu as fait longtemps, tu es là-dedans, tu as eu les grosses années, les grosses rivalités internes québécoises avec Lucas, avec les frères Hilton, puis Stéphane Ouellet. C'est complètement différent aujourd'hui. Est-ce que la boxe est... Je vais dire non, moi, mon avis, toi, tu as plus l'œil interne. Est-ce que la boxe est en santé au Québec? Il y a beaucoup de talent. Oui. Effectivement, oui. Réellement. Mais là, je ne parle pas de talent. Je parle du sport. Okay. On est peut-être dans un creux où on est en train de remonter du creux. Dans les meilleures années que nous, on avait, en même temps, là, on a eu Jean-Pascal, Adonis Stevenson, Eliadar Alvarez, Oscar Rivas, Arthur Beterbiev, ils sont tous devenus champions du monde. C'était quand au sommet. Et à cette époque-là, on avait beaucoup de relations, une bonne relation avec Interbox. Donc, on faisait des événements avec eux. Interbox, qui appartenait à Éric Lucas et Jean Bédard. Ouais. Puis à cette époque-là, nos événements étaient au Centre Bell, au Centre Vidéotron. C'était les 2 endroits. On allait au casino régulièrement, mais les événements au casino étaient des événements pour la relève davantage. Mais aujourd'hui, le Eye of the Tiger, ils ont autant de talent qu'on avait dans ce moment-là. Ils ont des boxeurs de calibre international, c'est incroyable, mais ce qui a changé, c'est qu'il est capable de faire de gros événements au casino. Nous, ce que lui fait au casino, on n'est pas capable de faire ça. Pour ça qu'on est allé à l'Espace Saint-Denis, pour ça qu'on est allé avec Kim Clavel à la Place Belle. On a besoin de revenus, de plus de revenus quand on... Est-ce que c'est un manque de moyens ou un manque de poulains dans l'écurie? Dans notre cas? Oui, vous n'êtes pas capable de faire des gros galas comme ça au casino? Non, parce qu'on n'a pas les ressources financières requises. On est limité. Il y a 500 billets que tu peux vendre. Et après ça, c'est des commanditaires. Dans le temps, nous, la boxe internationale était très, très différente. Avant, si on voulait, on avait un bon combat à vendre. Adonis Stevenson ou Jean-Pascal contre Chad Dawson ou contre Bernard Hopkins. On prenait l'avion, on s'en allait à New York. Le midi, on dînait avec HBO. Le soir, on soupait avec Showtime. Puis eux, ils étaient libres. Il n'y avait pas des ententes exclusives avec quelques promoteurs que ce soit. Ils achetaient quand ils trouvaient qu'il y avait un bon combat. Une bonne rivalité, ils l'achetaient. Donc, on pouvait vendre directement nos combats
sur les grandes chaînes de télévision, puis ils payaient beaucoup. Hopkins contre Pascal, HBO a payé le 2,5 millions. Le premier, c'était Showtime qui a payé 2 millions, donc en argent US. Donc, c'était beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de réseau. En fait, c'est en streaming partout. C'est DAZN qui est exclusif à quelques promoteurs. Puis après DAZN, tu n'as plus rien. Tu as du pay-per-view avec Amazon. Tu as Paramount qui va commencer avec Zuffa. Ouais. Mais ils sont exclusifs à eux. Le Netflix qui est... Netflix. Mais Netflix, c'est pas vraiment de la boxe, c'est de l'entertainment. Ils sont allés chercher des choses extraordinaires avec Canelo Alvarez au Allegiant contre Crawford, mais ils n'investissent pas, jusqu'à présent, ils n'investissent pas dans la boxe. Ils vont juste prendre quelques événements ici et là. Et donc, on n'a pas accès, moi, même si je connais les personnes, je n'ai pas accès aux gens de DAZN. On est obligé de négocier avec un intermédiaire. Avec nous, dans le cas, quand on amène DAZN, c'est avec Matchroom. Parce qu'on a Alexis Barrière qui est associé avec Matchroom. Donc, c'est eux qui négocient avec DAZN puis qui nous redonnent une partie. Donc, on n'a plus accès à des ressources importantes qui pouvaient nous amener des revenus où on n'avait pas de limite sur les combats qu'on voulait organiser. Donc, on n'a pas... Et on n'a pas de grandes vedettes actuellement de grandes vedettes comme Luchan Boutet ou comme Jean-Pascal ou Adonis qui peuvent attirer assez de monde pour qu'on ait réservé le Centre Bell ou le Centre Vidéotron. On parlait, tu viens de nommer Alexis Barrière, justement. Je pense qu'on avait misé beaucoup sur lui. On mise toujours beaucoup. Non, je sais, mais il y a que son dernier combat, on s'entend, il était peut-être pas supposé de le perdre. Je ne veux pas dire que c'était une marche dans le parc, mais là, c'est un gros pas de recul, ça. Ouais. Est-ce que... Je ne veux pas dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais est-ce qu'il y a encore une grosse attente sur les performances de Barrière? Puis est-ce qu'on met encore beaucoup de temps et d'investissement sur Alexis Barrière, qui est un poids lourd, qui est facile à vendre? Ces gros poids, c'est toujours plus facile à vendre. Si on est capable d'avoir ça, un Québécois ici qui performe tout présentement. Mais en fait, là, ça, je te l'annonce en exclusivité. Son prochain combat, ça va être au Casino Montréal, le 25 mars prochain. C'est un mercredi. On s'est entendu avec Matchroom, on le ramène. On a eu l'opportunité, ils nous ont proposé de le ramener dans un combat, un événement aux États-Unis, mais on avait besoin de faire connaître davantage Alexis. Ça fait longtemps qu'il n'a pas livré un combat ici. Donc, on le ramène ici. On a déjà, dans la planification, un combat de prévu pour lui au printemps, au mois de mai, en Angleterre. Si ça va bien, on est on regarde potentiellement pour un combat revanche contre Vianello à l'automne l'amener près d'un combat de championnat du monde. On a un plan avec Matchroom de 4 combats pour le ramener. Il a perdu. Il a bien perdu. Je pense que lui, avec son entraîneur, avec Sugar Hill, puis tout l'entourage, peut-être que Vianello, c'était un combat ou deux trop vite. Dans sa carrière. Il n'avait pas connu ce genre de position. Il y a aussi qu'il relevait d'une blessure au coude qui l'avait empêché de livrer un combat en juin. Mais on le voit aller à l'entraînement. On le voit là, quand il met les gants avec... Il a mis les gants avec Tyson Fury, avec Filip Ergovic, avec Moses Itoma, qui est probablement la future grande vedette de la boxe. Puis on sait ce qu'il est capable de faire contre ces hommes-là maintenant. Il faut qu'il soit capable de répliquer ça, de faire ça, d'amener ça dans un vrai combat. Mais on a vraiment confiance qu'il va réussir. Et justement, Jim, on mise beaucoup sur Alexis Barrière parce que présentement, c'est sûr, Marie-Pierre Roule, qui ici au Québec est super connue, mais elle est en fin de carrière, on ne sait pas son prochain move. Kim Clavel, qui est devenu champion du monde, mais là, vous l'avez prêté à MVP. Puis là, c'est un peu confus à travers peut-être les pensées des Québécois. Est-ce que là, elle est juste avec MVP? Là, on pense que c'est Jake Paul qui est son gérant maintenant, son promoteur? Oui, mais c'est Jake Paul qui est son promoteur. C'est l'entente qu'on a fait, c'est que
on a libéré Kim. Kim a signé avec MVP, mais nous, on a signé une entente de copromotion avec MVP. Donc, le promoteur qui va être le lead dans des événements, ça va être MVP. Mais tu vois, le Kim qui a annoncé qu'il est enceinte, sa date pour accoucher, elle parle du 22 juin. Et dans sa tête, à Kim, elle revient tout de suite à l'automne. J'ai déjà parlé avec Nakisa Bidarian, qui est un des propriétaires d'MVP. Et si elle garde toujours la même idée puis qu'elle veut revenir, mais on va lui permettre de défendre son championnat à Montréal dans un événement important à la Place Belle en décembre. C'est le plan que Kim nous a donné et qu'on s'est assis avec eux. On a des super bonnes relations. Donc, si je n'avais pas fait ça, laisser Kim libre ou faire cette entente avec MVP, elle ne serait pas redevenue championne du monde. On n'avait pas seul les ressources nécessaires pour la ramener en championnat du monde en septembre. Au départ, Kim devait se battre. On avait réservé la Place Belle. Dans notre idée, on pensait que Alexis était pour gagner en juin. Et avec Matchroom, on l'amenait à la Place Belle en octobre. Kim aurait, sur ce gala, combattu en championnat du monde contre Kudos. Et Kim s'était déjà réglé depuis le mois de mai. Mais quand Alexis s'est blessé, Matchroom ne voulait pas faire tenir l'événement sans Alexis et avec Kim comme tête d'affiche. C'est là que je suis allé voir, j'ai appelé Nakisa, on s'est assis ensemble, on a regardé ça et on en est venu à cette entente pour que Kim puisse se battre en championnat du monde. La date de la Place Belle, on ne l'a pas gardée parce que ça ne marchait pas dans la date de télé que MVP avait, mais c'est comme ça. Écoute, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. On ne peut pas avancer tout seul. On n'a pas les moyens qu'Amel et Stéphane pour être capable d'amener un gars d'Allemagne, le faire boxer ici au casino, puis l'amener en championnat du monde, le faire boxer en championnat du monde. Mais on est extrêmement fiers d'avoir permis à Kim de redevenir championne du monde. Marie-Pierre Hull est allée en championnat du monde. Je suis sûr qu'elle va se reconstruire. C'est pas la fin du monde. On est convaincus qu'Alexis va se reconstruire également. Mais en attendant, pendant une période aussi, là, on s'était dit, on ne travaillera plus beaucoup sur le développement pour le moment. On va juste se contenter d'amener nos athlètes de plus haut niveau jusqu'au maximum de leur potentiel. Mais entre-temps, il y a de jeunes boxeurs qui sont en train de se développer. Je t'en nommé un, Omar Alied. C'est un super talent du calibre de Stéphane Ouellette, probablement, qui a 3-0. Puis on ne voulait pas développer, mais finalement, on est en train de finaliser une entente à long terme avec lui parce qu'on croit en son talent. On croit qu'il va être capable d'attirer les foules éventuellement. On a mis sous contrat un jeune boxeur de Sherbrooke qui est très, très populaire, Loïc Lahaye. Donc, on a de l'enthousiasme, on est remotivé. Je te dirais, on ne fera plus... écoute, une année, on a fait 24 événements. 24 événements de boxe. Ouais. La première année qu'on est parti de gym, là, on faisait ça 7 jours par semaine. On ne dormait plus. On faisait juste à travers... Hey, on a déjà eu 6 événements ensemble qu'on est en train de booker les billets d'avion, les combats, ces choses-là. L'an passé, on a fait 4 événements. Posons, je compare. Eye of the Tiger, on a fait 8. Ici au Québec. 4 événements, je ne pense pas qu'on va en faire beaucoup, beaucoup plus, peut-être 5 ou 6 au maximum. Mais on veut peut-être se diversifier aussi. Il n'est pas impossible qu'on fasse... dans notre prochain événement, le 25, on va avoir un combat de MMA. On va... en fait, on n'y en a pas encore parlé. Peut-être qu'ils vont l'entendre ça, mais on s'entend bien avec Daniel Lafont. Ouais. Puis, on aimerait ça éventuellement être capable de faire un gros événement à la Place Belle avec un octogone, un ring, un événement qui pourrait être sensationnel peut-être l'automne prochain.
là, on est vraiment ouvert à faire de la collaboration pour qu'on puisse faire des événements qui sont spéciaux. Bien, justement, tu sais, on dirait que depuis que les arts martiaux mixtes sont arrivés, depuis 2005, je peux te dire, ça a vraiment explosé. Et on dirait que c'est plus l'aspect spectacle que le monde se sont reconnus là-dedans un peu. Tu es un puriste de la boxe, ça fait plus de 40 ans que tu es là-dedans. Qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que avant c'était un sport-spectacle? Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus rendu un spectacle-sport? Le MMA? Ben, le MMA puis la boxe aussi, on dirait qu'on a. Tu sais, c'est très. Tu sais, la boxe, c'est un vieux sport, mais on dirait qu'on a eu de la difficulté à s'ajuster au spectacle, à suivre le spectacle, justement, des arts martiaux mixtes de l'UFC. Puis là, maintenant, on voit des Jake Paul qui arrivent, qui font des. Il y en a qui appellent ça des freak shows, mais ça a quand même donné, on dirait, un nouveau souffle à la boxe au niveau du spectacle présenté à la télé. Ouais. Mais la boxe internationale est réellement en très, très bonne santé. Il y a de grandes vedettes. Il n'y a plus de vedettes extrêmes à la Canelo Alvarez, mais il y a beaucoup de bons boxeurs, il y a beaucoup de groupes qui sont impliqués. On parle de Zuffa qui va faire 3 événements à l'intérieur de 3 semaines, de 4 semaines. Il y a une chose qu'il faut que la boxe prenne, que nous, là, il faut qu'on prenne du MMA, c'est les gens vont dans un événement de MMA davantage pour la soirée qu'ils vont passer. Tu as une expérience client réellement exceptionnelle à UFC. Puis je suis allé au casino au dernier événement de Daniel, justement. Puis les gens ne s'attendent pas à ce qu'il y ait un gars de 20-0 contre un gars de 20-0. Ils sont là pour les boxeurs qui perdent, qui gagnent, les combattants, je veux dire, on y va pour avoir du fun puis pour supporter les siens. À la boxe, on a trop tendance à regarder juste l'affiche et dire il a déjà perdu, il ne doit pas être très bon. Mais moi, je pense qu'il faut amener les deux. Nous, il faut qu'on trouve une façon. Bien, tu sais, le casino est toujours plein. Les gens qui viennent au casino passent des soirées extraordinaires. Mais pour pouvoir aller à la Place Belle, pour pouvoir aller au Centre Bell, on a besoin de vedettes. Je pense que Alexis a le potentiel. Kim, quand elle va revenir, Kim, on a déjà fait 2 fois la Place Belle pour elle. Kim, c'est une vedette. Mais la différence, c'est que chez les femmes, on n'a pas les revenus comparables encore aux meilleurs hommes qu'on a eus dans le temps, avec comme Bouteille ou Pascal et compagnie. Mais donc, il faut s'assurer de donner un bon spectacle, que ce soit une belle soirée, que l'expérience client soit spéciale et que de temps en temps, on réussit à en monter un puis qu'on se mobilise derrière lui. Mais est-ce que l'expérience client va avec la qualité des combats présentés? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en arts martiaux mixtes, tu vas avoir du monde qui vont être là à partir du premier combat ou presque le premier combat. Puis en boxe, on dirait qu'avant la finale, avant le main event, il n'y a pas grand monde des estrades. Le monde, ils viennent pour voir un combat et non pas le gala au complet. Et ça, est-ce que c'est la faute des combats présentés que tu vas voir? Parce qu'on parle tout le temps de monter des fiches à la boxe ou des choses comme ça. Tu vas voir du monde qui va arriver du Mexique ou de la Colombie ou whatever. Puis on dit, OK, les autres sont venus juste pour chercher un chèque, puis c'est pour monter la fiche de l'autre. En même temps, ça va avec les moyens qu'on veut faire boxer nos boxeurs d'ici. Mais est-ce que ça peut être le problème aussi d'attirer le monde au début des galas? Mais c'est davantage la philosophie globale. UFC, c'est la vedette. La vedette en MMA, UFC, c'est plus gros que n'importe quel boxeur, combattant. Tandis qu'à la boxe, les combattants sont plus gros que les organisations. Je comprends. Et donc, on ne va pas voir des combats de Golden Boy. On ne va pas voir des combats de Matchroom. On va aller voir Ryan Garcia. Ouais. On va aller voir Teofimo Lopez. On va aller voir des boxeurs spécifiquement, puis peu importe qui est le promoteur. Tandis que quand tu vas à un événement de UFC, écoute, tu remplis le Centre Bell avec un événement de UFC, tu fais un record de gate que jamais la boxe a été proche seulement.
Puis, sincèrement, moi, je ne connaissais même pas les participants, mais ça me tentait d'y aller pareil. Oui, c'est vrai, tu as raison. La promotion de l'UFC est extrêmement forte. Puis, tu sais, tout le temps la même chose. Tu vas dire, tu es champion du monde de Bellator, qui était une compétition du UFC. Puis là, tu vas dire, c'est gros, c'est le fun. Là, mais tu vas dire, tu bosses l'UFC pour le premier combat de la sous-carte, parce qu'il n'y a pas grand monde mais tu es un UFC fighter. Là, c'est la puissance de cette promotion-là. Ah oui, absolument. Mais je comprends aussi. Mais c'est un bon point que tu as amené, que oui, c'est vrai que l'organisation est beaucoup plus connue que les combattants, mais ils font la promotion de plusieurs combats et non pas seulement la finale. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est comme comme tu vas à un match de hockey, tu vas arriver au début. UFC a habitué son monde de cette façon-là. On a du travail à faire dans la boxe de ce côté-là. Tu vas faire ça combien de temps encore? Ça fait alors, tu fais combien de temps en vrai? Là? Je dis 40 ans et plus, mais ça fait plus longtemps que ça dans la boxe. Mon prochain événement, je pense que ça va être le 226e que j'ai organisé. J'ai fait 72 combats de championnat du monde. Je pensais jamais. Je me souviens quand je suis allé avec Éric Lucas contre Fabrice Tiozzo. On est en 96 à Saint-Étienne. Je pensais que c'était pour once in a lifetime que je serais dans un combat de championnat du monde. Et là, on se retrouve. Kim, c'était mon 72e. Tant que je vais avoir la santé, puis tant qu'il va y avoir des boxeurs qui vont me donner ce feeling-là, qui vont me donner envie de pousser pour eux. Tu sais, on n'a pas fait des fortunes avec Kim Clavel, mais c'est tellement le fun. C'est tellement, elle, comme individu, elle a tellement de reconnaissance, c'est tellement agréable de travailler avec elle que tant que Kim va vouloir faire des événements, je vais être avec elle. Les gens ne connaissent pas Alexis Barrière, mais c'est un gars extraordinaire. C'est une belle personnalité. C'est un gars qui est droit, qui est sérieux dans ce qu'il fait. Là, tu vois, il y a un nouveau gars qu'on va mettre sous contrat. L'an passé, on avait décidé de ne plus mettre de nouveaux boxeurs sous contrat. Là, on était à négocier avec Omar Alied. Et là, ça nous donne un autre souffle. On a Maslow McDennis qui est avec nous depuis un bout. On est en train de regarder pour justement faire une extension de contrat avec lui. Donc, encore une fois, tu sais, là, j'aime jouer au golf. Je joue au golf. Mes enfants j'ai 2 garçons qui sont maintenant des jeunes adultes. Il y en a un qui joue au football, au flag football. J'aime ça aller le voir, les suivre. Un autre il a fait du jiu-jitsu. Il fait il aime ça, les arts martiaux. Il n'a pas fait de combat. Je ne pense pas qu'il va en faire, mais j'aime ça, passer du temps avec eux. Donc, je ne ferai plus jamais 20 événements. Je ne pense pas même pas 10. Mais on va en faire assez pour faire avancer notre monde. Donc, on a déjà eu 25 boxeurs sous contrat. Là, présentement, je pense qu'on a 2 boxeurs sous contrat. On va peut-être monter à 4, 5, mais pas plus que ça. Donc, tant que je vais avoir du plaisir à faire ça, je vais le faire. Je ne me mets pas de limite. L'an passé, c'était dur parce que on a fait 4 événements, mais j'ai enterré 2 de mes frères dans l'année. Des choses comme ça qui arrivent t'obligent à regarder tout en perspective. Donc, c'est sûr que tu te remets en question, mais là, on n'a pas prévu que personne décède dans la prochaine année. Donc, moi, je m'étais dit, je me souviens, ça fait longtemps, je m'étais dit à 60 ans, je vais arrêter. À 60 ans, on a fait les meilleures... on a connu les meilleures années. On a fait Hopkins, on a fait Pascal contre Boutet. Ça, c'était extraordinaire, cet événement-là. Donc, si éventuellement, on n'a pas de performance, puis que on a moins de plaisir à faire ça, mais à ce moment-là, je vais me mettre au golf à temps plein. Et bon, ça a été un cours d'histoire incroyable, la boxe. Pour vrai. Merci pour ça. Merci pour ton temps d'avoir accepté de venir jaser de ça, d'avoir répondu à mes questions. Je suis content que tu m'as invité. Il faudra que tu m'invites plus souvent. On va avoir de belles affaires. J'ai encore des tonnes de questions. Je peux te le confirmer. Une chose qui va me permettre de continuer à avancer, c'est que je peux te le dire aussi tout de suite, pas mal en exclusivité. On est à faire un rebranding
de notre compagnie. Le prochain événement au casino, c'est sur Jim, comme on le connaît, mais pendant tout ce temps-là, on est en train de finaliser. On va avoir nouveau logo, nouvelle couleur, de nouveaux partenaires. Au début avril, on va faire une grosse conférence de presse pour annoncer où on s'en va avec ce rebranding. Donc, c'est un autre élan. Avec des partenaires qui n'ont jamais été dans la boxe, mais qui ont trouvé un intérêt. Donc, on va tu reviennes. Ça va Tu reviennes être de jaser de oui, ça. oui, il va falloir que je revienne. Hey, merci beaucoup, Yvon. Merci.